Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Gilles Gressani pour un livre collectif politique de l'interrègne, Chine, pandémie, climat. C'est paru aux éditions Gallimard. Gilles Gressani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je vous présente, vous êtes directeur de la revue Le Grand Continent, une revue dont on parle beaucoup ces derniers temps. Vous avez créé cette revue pour comprendre où va le monde, ce que vous appelez l'interrègne ou ce que vous dites du temps qui serait sorti de ses gonds. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Avec Mathéo Malik, qui du coup co-signe avec moi l'introduction et qui est le rédacteur en chef de la revue, on a essayé au fond de faire un travail différent de ce qu'on fait tous les jours avec la revue en ligne. Parce que Le Continent est une revue en ligne qui paraît tous les jours, à plusieurs reprises, avec des papiers qui suivent l'actualité et les transformations géopolitiques. Et là, on avait un objet différent, c'était un livre. Donc, on avait aussi une temporalité différente. Quand vous êtes dans la ligne, tout va très vite, vous pouvez corriger le tir, vous pouvez changer de perspective, vous avez même besoin, en fait, d'animer un débat qui est changeant. Avec un livre, en fait, il faut faire quelque chose qui forcément va rester. Et au fond, on s'est un peu posé cette question paradoxale de... Nous sommes aujourd'hui dans une période, au fond, on le sent très, très, très personnellement, de très grands changements. Et au fond, qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui d'essayer de faire une cartographie, au fond, de décrire le changement alors que tout change? C'est la vieille question du pont Mirabeau, d'ailleurs. Comment faire pour décrire la Seine qui coule? Il faut un pont, il faut un point de repère. Et c'est là qu'on a essayé d'identifier un concept qui est celui d'interrègne, qui nous servait au fond à décrire un phénomène assez simple à comprendre là aussi. C'est au fond, depuis une dizaine d'années, peut-être même depuis une vingtaine d'années, nous sommes sortis de l'organisation d'un monde, qui était le monde de la fin de la Première Guerre froide, qui avait au fond une forme de fonctionnement, il y avait beaucoup de dysfonctionnements aussi, mais une forme de fonctionnement. On savait à peu près comment faire pour faire de la politique internationale, on savait à peu près quels étaient les acteurs principaux, quelles étaient les lignes de force et quelles étaient les fractures. Et depuis quelque temps, on sent très fortement, et avec le Covid, on l'a senti d'une façon très personnelle, mais avec la crise en Ukraine, on le voit aussi en tant que société, que tout est en train de changer. Et au fond, dans ce changement, on n'a pas encore trouvé une forme d'atterrissage, d'ordre, d'organisation claire. Et au fond, c'est pour ça qu'on utilise le mot interrègne, c'est qu'on sort de quelque chose, on est en train de construire quelque chose d'autre. Donc au fond, c'est aussi une tentative de désangoisser la position qu'on a vis-à-vis du changement. C'est-à-dire que si on ne sait pas exactement quel va être l'ordre qui sortira de cette désorganisation, c'est qu'au fond, on peut peut-être encore y jouer un rôle dans la définition. Alors, l'angle que vous avez choisi, en tout cas le point de vue, c'est, me semble-t-il, un point de vue européen, puisque le grand continent paraît, et si je ne me trompe pas, en français, en allemand, en espagnol, en italien et en polonais, pas en anglais. Ça, c'est une question, effectivement, disons, la partie grand continent de ce qu'on fait, donc c'est vraiment une revue classique, sauf qu'elle est surtout en ligne, même si évidemment elle existe aussi en papier avec Politique de l'interrègne chez Gallimard. C'est au fond de parler au public des lecteurs, qui est plus ou moins nombreux, mais qui quand même existe, de personnes qui sont intéressées par les grands débats de société, par les transformations géopolitiques, et qui au fond, sauf une très petite partie, a envie de lire dans la langue dans laquelle ils parlent. Donc au fond, notre pari, effectivement, c'est de faire une revue, comme il a toujours existé des revues en France, en faire une autre en français. Par contre, effectivement, c'est pas faire une revue qu'en français. Donc c'est effectivement essayer de poser des questions, d'essayer de décrire des phénomènes qui ne se posent pas simplement à l'échelle de la France, mais qui se posent plutôt à l'échelle du continent, d'où effectivement en partie le nom, avec cette idée au fond que aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu un problème structurel dans l'espace médiatique, c'est que puisqu'on est très focalisé sur l'intérieur, au fond, en France, on connaît beaucoup mieux les dynamiques internes au Parti socialiste français que, au fond, les grandes orientations du Parti communiste chinois. Et je pense que c'est un peu un problème, effectivement, pour notre futur, c'est d'être si peu au jus, si peu au courant de grandes transformations, des grands acteurs, au fond parce que, effectivement, on est plutôt par forme, par configuration du débat public, intéressé à des dynamiques internes. Donc, c'est un peu ouvrir et de trouver des sujets qui puissent parler de Varsovie jusqu'à Madrid, de Séville, de Paris jusqu'à Naples, en passant par Bari, qui est évidemment au centre de tout aujourd'hui. Et c'est là, je pense qu'il y a un parti pris fort,
qu'on peut retrouver dans le livre. C'est-à-dire, au fond, on essaye de ne pas trop nous concentrer sur le bruit médiatique, sur la surface. On essaye vraiment d'aller voir les changements structurels, les changements de fond. D'où, effectivement, des chapitres qui traitent des problématiques qui sont beaucoup plus larges que celles, effectivement, des petites polémiques politiciennes. Alors, on va parler de ces grandes transformations qui sont effectivement au cœur du livre. Mais encore un mot sur la revue. La revue a été lancée par un grand entretien il y a 2 ans avec le président de la République. Vous ne l'avez pas repris dans le livre? Non, parce que l'idée c'était, déjà cet entretien avait beaucoup tourné, donc il avait un intérêt, disons, pas si fort à le remettre dans le livre. Et par la suite, parce qu'en fait, on a quand même essayé de faire un travail de chercheur. En fait, les contributeurs dans ce livre sont pas forcément des personnalités politiques, même en fait, il y en a pas. Par contre, ce sont des personnalités qui travaillent dans la recherche et qui, en même temps, sont aussi intéressés par des questions de transformation. Donc, c'est pas forcément des chercheurs qui, à coin de leur table, démontrent abstraitement les transformations politique, c'est aussi des personnes, on peut penser par exemple à Giuliano d'Empoli qui ouvre le livre, qui ont travaillé directement dans le politique tout en essayant toujours d'avoir une forme de recul. Giuliano d'Empoli a été évidemment, outre que l'auteur du match de... Le match de Moscou. Du Kremlin. Du Kremlin, ouais, pardon. Tout à fait. Au-delà de ça, il a aussi été conseiller de Renzi, donc il a eu une vie politique aussi. Mais ce qui nous intéresse beaucoup avec la revue, c'est au fond de décloisonner le savoir et la décision et d'essayer de mettre ensemble deux choses qui le sont très souvent dans l'espace anglophone et beaucoup moins dans l'espace européen. C'est au fond le savoir qui se produit dans la recherche, dans l'université, avec les problèmes qui se posent dans le débat public et évidemment avec une instance très forte de comment faire pour accompagner et conduire les changements. Donc effectivement, en prenant en compte la décision. Alors, la Chine est évidemment présente dans le numéro. Vous dites d'ailleurs dans votre introduction, la Chine est partout et nous ne savons presque rien d'elle. La structure de notre débat public fait que nous connaissons beaucoup mieux les dynamiques internes au Parti socialiste français que le fonctionnement du premier parti au monde, le Parti communiste chinois. Il y a quand même... vous exagérez, parce qu'il y a beaucoup d'articles en ce moment qui paraissent sur la Chine. C'est vrai qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on commence petit à petit, et c'est d'ailleurs une partie du travail qu'on essaie de faire aussi, d'être plus intéressé, de comprendre mieux ce qui se passe. Disons, c'est une provocation, mais c'est une provocation qui, je pense, peut être comprise assez simplement. Essayons de comprendre très rapidement, au fond, quelque chose à la politique américaine, en enlevant Netflix, en enlevant les séries télé, en enlevant YouTube, en enlevant New York Times. Au fond, comment on pourrait aujourd'hui essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, le changement entre Trump et Biden, si on n'avait pas des éléments qui nous permettent de rentrer dans l'imaginaire politique, d'avoir, disons, un apprentissage informel, mais une socialisation aux transformations américaines. Le problème qu'on a avec la Chine, c'est qu'il y a beaucoup d'articles, effectivement, qui paraissent en ce moment, mais je pense que fondamentalement, très peu de personnes connaissent la différence entre le Parti communiste chinois et l'État, ont déjà lu des textes d'autres personnes, ou même simplement connaissent le nom d'autres personnes que Xi Jinping. Et c'est là, je pense, qu'il y a une limite objective de notre débat. C'est qu'au fond, la recherche est très avancée. Il y a des très bons chercheurs qui travaillent très bien sur la Chine. C'est pas tant ça le problème. C'est plutôt effectivement que l'espace médiatique est peut-être moins intéressé, moins immédiatement intéressé, au fond, à cette géant qui est en train d'apparaître, qui est aujourd'hui un des acteurs fondamentaux de la géopolitique, et vis-à-vis duquel, en fait, on doit décider collectivement et démocratiquement comment faire pour nous positionner. Et le problème que nous avons, c'est que si nous faisons comme si, au fond, c'était pas si important, en fait, c'est difficile par la suite de penser que démocratiquement, on pourra prendre de positionnement. Et donc, ce qui se passera, c'est qu'on aura, dans le meilleur des cas, effectivement, un alignement pas voulu, mais consenti, et dans le pire des cas, au fond, effectivement, des choix qui iront contre la volonté générale. Et ce qui, au fond de notre démarche, c'est cette idée que, effectivement, pourquoi c'est utile d'avoir des revues qui traitent de transformation, c'est que parce que nous sommes dans une démocratie, et les démocraties sont plus fortes quand il y a le débat qui est plus fort. Alors, vous dites sur le Parti communiste chinois, vous reprenez les mots de Giuliano d'Empoli, le Parti communiste chinois et la Silicon Valley travaillent à un avenir post-humain. Il est encore possible d'échapper à l'emprise de cette tenaille en pensant à un art du vivre en ligne. C'est même nécessaire à notre survie. Dites-nous, c'est quoi un art de vivre en ligne ?
C'est une réflexion de Giuliano et qu'il faudrait lui demander de développer plus fortement. Disons, son idée de fond, c'est au fond de partir d'un constat, c'est que quand on regarde ce que pense une partie du Parti communiste chinois et ce que pense une partie de la Silicon Valley aujourd'hui, on trouve au fond la même analyse sur ce que c'est la liberté humaine, sur ce que ça doit être le rôle du pouvoir vis-à-vis de la nécessité et du chaos ou du désordre ou simplement de la chance, de la malchance. Et au fond, il y a un peu cette idée qu'il faudrait transformer l'humain en une série d'éléments qui pourraient être analysés d'une façon discrète pour pouvoir par la suite mieux les piloter, mieux le conduire, pour créer des formes qui soient capables de lui donner du confort, mais au fond avec un espèce de troc terrible dans lequel, en échange du confort, on donne nos libertés et nos singularités. Et ce qu'il propose dans ce livre, c'est au fond d'insister sur une Europe qui est celle plutôt de la nuit, de la perte de temps. Par exemple, il a cette très belle idée qui, au fond, quand on va chez un libraire, plutôt que chez Amazon ou un vendeur en ligne, au fond, on n'a pas un algorithme qui nous conseille. Donc, au fond, on pourrait se dire, on va trouver des choses qui nous intéresseront moins. Mais finalement, c'est vraiment ça le point d'aller chez un libraire, c'est qu'on trouve ce qu'on cherche pas. Et d'être, au fond, toujours à la recherche de cette forme de dépassement qui, au fond, aussi une partie de dysfonctionnement, est une chose qui peut être mise au cœur. Évidemment, c'est pas le seul élément. Il y a aussi des dynamiques vraiment infrastructurelles, d'investissement, de géopolitique pure, mais c'est un des éléments qui pourrait être mis au cœur d'un projet politique non civilisationnel, d'une transition géopolitique pour l'Europe. En tout cas, c'est une partie de son pari. Alors, on a bien compris, Gilles Gressani, que votre approche consiste à expliquer qu'on assiste aujourd'hui en même temps qu'à une mondialisation du conflit de l'Ukraine, à une totale recomposition géopolitique. Mais j'ai l'impression quand même que l'Ukraine n'est pas très présente. Vous ferez peut-être un prochain numéro là-dessus. Mais par exemple, si on prend sur la Chine, Xi Jinping vient de faire un discours où il insiste sur la nécessité de régler à brève ou moyenne échéance le problème de Taïwan. C'est important, ça peut modifier la donne considérablement. Oui, c'est vraiment ça le propre de l'hypothèse de l'intérêt. C'est au fond, aujourd'hui, nous sommes dans une époque de transformation. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est identifier les axes qui accompagnent ces transformations. Il y en a clairement un, c'est la rivalité géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Ça, c'est un axe structurant de la politique de nos années 20. Il y en a un autre, c'est la question du changement climatique. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, la Terre est devenue un des acteurs du politique. Et donc, on est dans l'arène de la politique de la Terre, comme l'explique Pierre Charbonnier. Et au fond aussi, au fond de tout ça, il y a une question de quel est le modèle que nous voulons avoir dans ces invariants, dans ces choses qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, seront structurants de la politique européenne et française des prochaines années, de nos années 20, qui est un peu la manière qu'on a essayé de conceptualiser ce moment. Et là-dessus, effectivement, l'Ukraine joue un rôle qui est à la fois de révélation de plein de transformations. Et d'accélérateur. Et d'accélérateur. Et en même temps, au fond, on le voit aujourd'hui. L'Ukraine, c'est un conflit qui n'est pas encore mondialisé, parce que de fait, il y a une bonne partie du monde qui ne veut pas jouer son positionnement. L'Occident est très soudé, la Russie est très isolée. Il y a une partie du monde qui ne soutient pas explicitement la Russie, peut-être un peu ambigu, c'est le cas de la Chine ou de l'Inde, mais ne le fait pas explicitement, et en même temps ne condamne pas non plus explicitement. Donc c'est dans cette espèce d'entre-deux, qui au fond, c'est le pari de notre concept d'intérêt, dans cette forme d'indétermination qu'aujourd'hui, en fait, on trouve effectivement une grille de lecture de l'actualité. Et je pense que le problème qu'on a eu, et ce qu'on essaie de faire pour donner vraiment une carte, pour naviguer dans la politique de nos années 20, c'est de dire, au fond, depuis une dizaine d'années, on assiste à une espèce d'amoncellement de crises. En fait, on a eu la crise économique, on a eu la crise du terrorisme, on a eu la crise pandémique, aujourd'hui on a la guerre en Ukraine, le fond de la crise climatique est partout. Donc au fond, on se retrouve dans une situation dans laquelle tous les 6 mois, tous les ans, les plateaux de télé changent. On avait avant des économistes, maintenant on a des généraux. On avait des épidémiologistes, maintenant on aura des experts de terrorisme. Et donc au fond, on est déboussolé, on comprend rien, parce qu'à chaque fois, on est concentré simplement sur un des points du changement. Et en même temps, c'est assez étonnant, je trouve, vous citez Peter Sloterdijk qui dit
qui observe que notre existence est composée à 99,9% de répétitions, la plupart d'entre elles de nature strictement mécanique. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. On est obligé de courir après les changements technologiques et on ne peut pas être dans la répétition. Oui, ça, encore une fois, c'est le pari un peu des légistes de la Silicon Valley. Au fond, qu'on pourrait réduire l'humain à un chiffre, un bit qui pourrait par la suite être prévisible. Et de fait, effectivement, je pense que cette citation ne doit pas être prise, elle doit être critiquée. En fait, je pense que concrètement, il faut qu'on sorte de ce carcan-là. Il faut qu'on sorte aussi de cette idée que, fondamentalement, les transformations politiques soient inévitables et donc produisent simplement du vertige. Nous soyons simplement aujourd'hui passifs face à ces changements. De fait, c'est le contraire. Aujourd'hui, politiquement, la France et l'Europe peuvent jouer un rôle à condition évidemment de se doter d'une bonne carte et de pouvoir avoir une analyse très réaliste et une réponse très réaliste vis-à-vis des grandes transformations auxquelles elle doit faire face. Alors, il y a aussi une observation assez drôle, si ça n'était tragique. Ce que vous dites de Oussama Ben Laden, alors, les forces américaines auraient réussi à identifier la cachette de Oussama Ben Laden parce que le complexe immobilier énorme qui lui servait de cachette ne disposait pas d'une connexion Internet. On a localisé ça parce qu'on n'a pas trouvé de connexion Internet dans ce bâtiment. Mais on devient très suspect aujourd'hui quand on n'est pas connecté. De fait, c'est un des éléments qui, par exemple, le système qui a des dimensions clairement aussi, c'est un autoritarisme tellement poussé qui peuvent parfois ressembler à du totalitarisme. Le système politique chinois, en fait, est très inquiet, effectivement, quand il y a de la déconnexion, quand on ne sait pas vous faire jouer socialement dans les plateformes mises en place par le pouvoir chinois, on est très inquiet parce que au fond, vous faites partie de cette espèce d'élément qui empêche la machine de tourner à rond. Et pourquoi vous déconnecter? C'est un peu ça le pari du papier que vous citez. Se déconnecter, une forme de déconnexion peut être aussi une forme effectivement de résistance, mais aussi de projet politique. C'est qu'au fond, on a intérêt à comprendre à quel moment il faut être capable aujourd'hui d'arrêter la machine. Alors, il y a un texte sur le féminisme ou les féminismes, puisque l'auteur de ce texte part du principe qu'il y a différentes sortes de féminisme. Bon, l'idée centrale, c'est toujours l'égalité homme-femme, qui est bien entendu tout à fait audible, à condition de ne pas la généraliser à tous les champs de la vie. Est-ce que dans l'amour, par exemple, il y a une totale égalité? Est-ce qu'on ne place pas toujours l'autre avant soi, même si c'est alternativement, chacun place l'autre au-dessus de soi, c'est ce qui permet le système de... Alors que là, vous partez de l'idée que l'égalité doit être totale. Alors, encore une fois, la méthode de composition de ce volume, c'est de donner la possibilité à des signatures d'écrire des textes de façon autonome, indépendante. Donc, vous allez voir, quand vous lisez ce livre, c'est qu'il y a au fond des positionnements qui sont parfois divergents. Typiquement, dans toute la partie sur le changement climatique, en fait, on retrouve des positionnements politiques qui sont, et même des a priori de recherche qui sont vraiment assez différents. Au fond, on passe d'une vision un peu plus, disons, optimiste de Jean Pisani-Ferry à des positions beaucoup plus dures, comme qui sollicitent presque l'action directe, comme Andreas Malm. Donc, on utilise pour ça une formule, on essaie d'être structurant et pas structuré. C'est-à-dire, au fond, on n'est pas quelque part sur l'échiquier politique, on essaie de montrer comment les pièces se déplacent sur cet échiquier. Donc évidemment, la contribution à laquelle vous faites référence, celle de Julia De Ippola, essaye au fond de montrer en quoi aujourd'hui les codes ont changé, c'est un fait, et en quoi aujourd'hui le fait que les codes aient changé ne signifie pas non plus que le féminisme est définitivement triomphé, ni qu'au fond il y a aujourd'hui une seule manière d'envisager le féminisme. Et donc elle essaye au fond là aussi de décrire quelles sont les possibles manières d'envisager cette question dont on ne peut plus aujourd'hui faire comme si elle n'existait pas. Alors vous, vous avez créé cette revue en pensant précisément, on le disait au début de cet entretien, à un angle européen. Et il y a un texte sur l'Europe, mais est-ce qu'il n'est pas daté précisément dans la mesure où la guerre en Ukraine a quand même changé les données et forcé l'Europe à s'affirmer davantage?
Je ne sais pas s'il est daté, parce qu'au fond, là aussi, c'est un travail conceptuel, donc de préparation de ce type de transformation. Au fond, il y a deux textes qui essaient de travailler, l'un plus d'un point de vue philosophique, l'autre d'un point de vue de Céline Spector, et l'autre de plus, disons, avec de la géographie politique, celui de Luisa Bialezevich, qui, au fond, tous les deux travaillent sur des... Non, mais attendez, je vais simplement préciser ma pensée, parce que ce texte reprend l'idée que l'Europe ne peut être que médiateur. C'est l'idée de Bruno Latour. Est-ce que l'escalade en Ukraine ne va pas la forcer, et ne l'a pas déjà forcée à être actrice, et non plus seulement médiatrice? C'est une actrice évidente du conflit. La transition géopolitique dans laquelle l'Europe est engagée est un phénomène très complexe à étudier. Il faudrait beaucoup de temps pour être très précis sur ça. Mais de fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a des orientations qui sont très claires. Aujourd'hui, l'Union européenne soutient de façon très soudée l'effort de guerre ukrainien. C'est important d'ailleurs que ce soutien soit souligné, qu'on le comprenne. Mais en même temps, en fait, on voit aussi que l'Union européenne, au fond, dans la guerre froide qu'à Washington se pense autour de la rivalité avec la Chine, elle a un rôle beaucoup moins actif, beaucoup moins direct. Donc effectivement, on voit typiquement, si vous voulez, si sur l'axe horizontal, aujourd'hui, l'Occident est très soudé, sur l'axe vertical, beaucoup moins, parce que l'intérêt de l'Union européenne, de la France, c'est aussi, en bonne partie, c'est de trouver la manière de travailler, de vivre ensemble avec une partie du Maghreb, avec l'Afrique subsaharienne. Et donc là, effectivement, il s'agit de faire un travail qui est très différent de celui qui est aujourd'hui imposé par la guerre. Et typiquement, aujourd'hui, une bonne partie des pays africains, au fond, ne veulent pas trop jouer au même jeu. Ils n'acceptent pas trop de soutenir la guerre d'une façon aussi claire qu'on le souhaiterait. Et c'est important de prendre en compte cette dimension, parce qu'autrement, on ne peut pas travailler diplomatiquement. Alors, je sais qu'on arrive malheureusement au terme de l'émission. J'aurais voulu qu'on dise quelques mots parce qu'il y a un texte intitulé « Les nouveaux visages du pouvoir qui tirent les leçons de la pandémie ». Et vous dites « La pandémie a rendu le pouvoir plus physique, plus proche des citoyens, plus protecteur et en même temps plus inquiétant ». C'est un mot de la fin un peu pessimiste, mais en fait, parfois, il faut avoir des constats qui soient un peu comme ça pour pouvoir, par la suite, essayer de construire un meilleur futur. Le thème du prochain numéro de l'Interrègne? Le prochain numéro de l'Interrègne portera... Vous le découvrirez quand je serai à nouveau invité sur Radio J. En tout cas, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Eh ben, c'est un plaisir. Il faut que je rappelle aussi que vous êtes normalien, que vous êtes prof à Sciences Po, je ne l'ai pas dit, et que vous animez, vous êtes le directeur de cette revue politique de l'Interrègne, Chine, pandémie, climat aux éditions Gallimard.